Salut les petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo thread horreur. Je suis bien évidemment accompagné du chef Cookie. Petite question aujourd'hui, quel est votre plat préféré? Franchement, moi, tant que ça se mange, déjà, j'aime bien. Là, déjà, je crois qu'il y a une croquette qui vole. C'est pour ça que je regarde en l'air. Ça a l'air trop bon. Voilà, ça fait plaisir, merci. Et moi, je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas de plat préféré. Il y a des plats que j'aime pas, mais j'aime beaucoup de choses. Avant de commencer, j'ai un petit truc à vous dire. Bon, on va être honnête 2 secondes. Quand j'ai passé la journée à monter des vidéos ou à bosser sur la chaîne, le dernier truc dont j'ai envie le soir, c'est de réfléchir pendant 20 minutes à ce que je vais manger. Et c'est justement pour ça que je continue d'utiliser HelloFresh. Récemment, j'ai testé plusieurs recettes d'été et franchement, ça change des plats que je fais d'habitude. En plus, cet été, ils ont même sorti des recettes super fraîches, notamment certaines créées avec Woogies. Et le truc que je trouve vraiment sympa cette année, c'est qu'ils offrent un produit apéro avec chaque box. Moi, par exemple, j'ai choisi un cocktail sans alcool parce que je bois pas d'alcool, mais ça me permet quand même d'avoir un truc frais à boire pendant les tournages cet été. En plus, c'est bon. Franchement, quand il fait chaud comme en ce moment, ça fait plaisir. Ce que j'aime surtout avec HelloFresh, c'est le gain de temps. Je choisis mes recettes, je reçois tout directement chez moi et j'ai pas besoin de courir dans plusieurs magasins. Et en vrai, ça m'évite aussi la fameuse question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Ça, je recommande. Du coup, si vous voulez tester avec mon lien et mon code promo, vous pouvez profiter de jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box. Et en plus, vous recevez un produit apéro offert avec chaque commande pendant tout l'été. L'offre est valable en France pour les nouveaux clients ainsi que pour les personnes qui ont résilié leur abonnement depuis plus d'1 an. Vous avez le QR code juste ici et le lien directement en description. Et maintenant, on commence avec la première histoire. Il adore me ramener ses doudous sur les premiers threads, voilà. Et après il se calme, mais là voilà, il m'a ramené son doudou, il est content. Mais bon, l'histoire que je vais vous raconter, c'est celle de Rebecca. Rebecca, elle a 24 ans et elle est étudiante en fac de lettres quelque part dans la banlieue de Los Angeles. Pas le Los Angeles glamour des films, le vrai, celui avec les autoroutes à 8 voies, les fast-food à chaque coin de rue et des appartes minuscules que t'arrives à payer seulement si tu bosses le week-end en plus des cours. Elle bosse dans un café le samedi et le dimanche. Bref, la vie normale d'une étudiante américaine. Elle a ses potes, ses cours qu'elle aime bien et ses petites habitudes. En surface, ça ressemble à une vie classique de meuf de 24 ans. Sauf que si tu creuses un peu, Rebecca elle a grandi dans une maison où tout le monde était là sans vraiment être là. Son père, sa mère, des gens bien sur le papier, pas méchants, pas absents physiquement, mais le genre de parents qui ont jamais vraiment su comment être présents pour un enfant. Trop dans leur tête, trop dans leur truc. Rebecca elle a grandi dans ce silence-là. Et dans ce silence, il y a eu grand-mère Russ. Grand-mère Russ, elle habite à Ridgecrest. Si vous connaissez pas, c'est une petite ville dans le désert de Mojave, à environ 2h30 de Los Angeles. Et là je vous dis, si vous connaissez pas, c'est nanani, c'est dans le désert de Mojave, je suis pas sûr que vous connaissez beaucoup plus, donc je vous mets un petit truc à l'écran. Je vous le mets là, hop. 2h30 sur l'autoroute, puis sur la Highway 14, puis sur la 395 qui traverse le désert en ligne droite pendant des kilomètres. Route plate, ciel immense et quasiment personne. Russ, elle a 78 ans, les cheveux blancs, des lunettes à monture épaisse, une maison avec un jardin que le soleil a rendu complètement sec, mais qu'elle entretient quand même parce que c'est son truc. Elle fait des cookies aux pépites de chocolat que personne peut égaler. Et je sais pas pourquoi elle nous parle de cookies celle-ci alors que j'ai trop la dalle. Et depuis que Rebecca est toute petite, c'est Russ qui a regardé grandir sa petite fille. Russ qui encadrait ses dessins. Russ qui savait toujours sans qu'on lui dise quand quelque chose allait pas. Maintenant que sa grand-mère vieillit, que ses mains tremblent un peu, que sa mémoire flanche parfois, c'est Rebecca qui s'en occupe. Elle fait le trajet toutes les 3 semaines. Elle apporte des trucs, elle cuisine, elle range. Elle s'assoit sur le vieux canapé et elle regarde ensemble des émissions nulles. Bref, ce samedi-là, Rebecca elle part en début d'après-midi pour aller voir Russ. Elle a une vieille Toyota Camry 2003 d'un blanc cassé. 180 000 km au compteur. Normalement c'est même plus, c'était 180 000 miles, donc je l'ai converti en km/h, mais normalement 1 mile c'est 1,6 km/h, donc c'est bien plus. Elle doit avoir plus de 200 000 au compteur. C'est le genre de voiture qui marche encore, mais qui te rappelle régulièrement qu'elle pourrait décider d'arrêter quand elle veut. Il fait chaud, vraiment chaud.
chaleur de Moyave ou même avec la clim à fond, t'as l'impression que ça sert à rien. Eux, au moins ils ont la clim. Les premières heures se passent bien, autoroute, musique, tête dans le vide. Puis vient la 395, la partie longue, la partie vide. Il n'y a jamais grand monde sur cette route. Quelques camions, quelques voitures isolées, surtout du désert et du ciel. Rebecca connaît par cœur. Elle sait à quel kilomètre elle perd le réseau. Et pendant un bon moment, il se passe rien. Vraiment rien. Pas une voiture en sens inverse, pas un camion, juste le bitume et le sable. Et d'un coup, sans prévenir, la Camry ferait un bruit bizarre. Pas un gros truc, un petit bruit sec, comme un claquement, quelque part sous le capot. Rebecca l'entend direct. Elle baisse la musique et elle tend l'oreille. Quelques secondes et la voiture perd de la puissance et s'éteint. Comme ça, en plein milieu de la route. Rebecca essaye de redémarrer une fois, deux fois, mais non, rien. Elle sort, la chaleur prend immédiatement comme une gifle. Elle ouvre le capot, elle regarde et elle y connaît rien au moteur, donc ça change pas grand chose. Mais elle regarde quand même si regarder allait suffire. Et ça suffit pas, donc elle referme. Elle regarde autour d'elle et y a personne en fait. Pas une voiture à l'horizon, ni devant, ni derrière. Juste la route qui part dans les deux sens jusqu'à disparaître. Elle retourne s'asseoir dans la voiture et elle prend son téléphone. Sauf que y a pas de réseau. Bon, elle attend et là commence le moment le plus long. Son cerveau tourne tout seul. Elle regarde la route, le désert, le ciel. Elle se dit que des gens sont sûrement déjà tombés en panne ici et ont attendu. Longtemps, certes, mais bon. Et là enfin, au loin, une voiture apparaît. Rebecca se relève d'un coup, elle sort, elle va au milieu de la route et elle agite les bras. La voiture approche, mais il y a un truc bizarre. Elle roule trop lentement. Pas genre, je ralentis parce que j'ai vu quelqu'un. Non, elle est juste lente. Anormalement lente pour une route aussi droite et aussi vide. Rebecca continue de faire signe et la voiture passe, sans s'arrêter, sans même ralentir davantage. Rien. Rebecca reste là, le bras levé, à regarder la voiture partir. Et elle comprend pas. Elle se dit que le conducteur l'a peut-être pas vue, mais la route est droite. Elle était en plein milieu. Il faisait jour, c'est pas possible. Elle retourne à sa voiture et elle attend encore. Quelques minutes plus tard, elle entend à nouveau un moteur. C'est la même voiture qui revient dans l'autre sens. Rebecca reste immobile et elle observe. La voiture approche lentement, exactement comme avant. Elle essaye de regarder à l'intérieur, mais les vitres sont trop sombres. La voiture passe encore, sans s'arrêter, sans accélérer, sans rien. Et là, quelque chose change dans la tête de Rebecca. C'est plus juste de l'inconfort, c'est autre chose. Elle réfléchit, elle se dit qu'elle peut pas rester là indéfiniment. Marcher sous ce soleil, c'est pas une décision légère. Elle le sait, mais rester là avec cette voiture qui fait des allers-retours comme si elle attendait quelque chose, c'est pas rassurant non plus. Elle prend sa bouteille d'eau, elle regarde le niveau et elle décide de marcher. Au début ça va, elle avance tranquillement. Elle essaye de garder un rythme régulier, mais très vite elle sent que c'est pas pareil que dans une voiture. Le sol renvoie la chaleur vers le haut, l'air est lourd, y a rien pour se protéger, pas un arbre, pas une ombre. Et son cerveau recommence. Elle repense à la voiture, elle regarde derrière elle régulièrement. À chaque fois y a rien. Et puis, à un moment, y a un bruit, un moteur derrière elle. Elle s'arrête net. La voiture avance lentement dans sa direction. Elle s'arrête à sa hauteur et la vitre côté conducteur descend. C'est un homme, la cinquantaine peut-être. Lunettes de soleil, un bras posé sur la portière. Il lui demande si elle a besoin d'aide. Rebecca sent son estomac se serrer. Y a rien de précis qu'elle peut pointer du doigt. Enfin, juste un petit truc. C'est dans la façon dont il roulait depuis tout à l'heure. Dans la façon dont il était déjà passé 2 fois sans s'arrêter. Dans la façon dont il la regarde maintenant. Elle dit non merci. Elle dit que quelqu'un arrive, ce qui est bien évidemment faux. L'homme la regarde quelques secondes et il dit rien. La vitre remonte et la voiture repart. Rebecca reprend sa marche et elle entend le moteur dans son dos qui s'éloigne. Elle respire. Et puis elle entend le moteur qui ralentit, qui s'arrête. Elle se retourne et la voiture est garée sur le côté de la route, à une dizaine de mètres derrière elle. La portière s'ouvre et l'homme sort. Et il tient quelque chose dans la main. C'est pas un couteau, c'est pas une arme, c'est une corde. Rebecca a pas le temps de réfléchir. Elle commence à courir, mais il est déjà sur elle. Il l'attrape par le bras et il tire fort. Elle se débat, elle donne des coups dans tous les sens. Elle sent ses ongles racler quelque chose. Elle entend l'homme grogner et dans un réflexe, elle plante ses dents dans son avant-bras. Il lâche pas, mais il vacille. Elle crie, elle griffe, il lui envoie quelque chose en plein visage. Sa main, son coude, elle sait pas. Et d'un coup, le bitume chaud est là, sous sa joue. Elle entend l'homme souffler fort au-dessus d'elle.
Et puis elle entend autre chose, un moteur, des lumières qui arrivent vite. L'homme lâche tout, il remonte dans sa voiture et disparaît. La voiture du shérif s'arrête à quelques mètres d'elle. Rebecca reste par terre 1 seconde, 2 secondes, elle a du sable dans la bouche, sa joue brûle. Le shérif devant elle se présente, il s'appelle Boyd et il l'aide à se relever. Il lui explique pourquoi il est là. Russ l'a appelé en début de soirée, pas affolé, pas dramatique. Il dit ça avec un petit sourire comme si c'était une façon de la décrire et qu'il la connaît bien. Elle lui a juste signalé calmement que sa petite fille avait pris la route en début d'après-midi, qu'elle avait reçu un message au départ et qu'à l'heure qu'il était, elle aurait largement dû être arrivée. Plus de nouvelles depuis. Boyd, il connaît Russ depuis longtemps. Il a donc pris la route 395 et là, Rebecca, elle réalise un truc. Sa grand-mère de 78 ans dans sa maison de Ridgecrest, avec ses mains qui tremblent un peu et sa mémoire qui flanche parfois, c'est elle qui lui a sauvé la vie ce soir-là. Alors oui, je sais, la fin elle est un petit peu abrupte. Pourquoi est-ce qu'ils ont trouvé l'homme? Non, je sais pas, on n'en sait pas plus. Moi, la personne qui a partagé le thread, déjà des fois, faut un peu... faut lire entre les lignes un peu comment ils... parce que des fois, je vais pas vous mentir, hein, c'est pas hyper bien écrit les threads. Il faut retravailler un petit peu, quoi. Il faut dire, oula, attention. Il manque... parce que des fois, vous me dites, il manque des liaisons et tout. Mais si vous écoutez certains threads, des fois, il passe... le mec, il est... Je sais pas, je dis le gars, il est chez lui. Et d'un coup, pof, il est en centre-ville, on sait pas, comme ça se TP. Enfin, c'est des trucs... Il n'y a pas de liaison, quoi. Donc voilà, là, en vrai, il était quand même pas mal, le thread. Ma foi, en plus... Alors... Je sais pas si c'est les planètes qui s'alignent, mais moi j'y crois. Vous allez vous dire, attends, putain, la circonstance, t'imagines, elle se fait gouloum par le mec, et là il y a la police qui arrive. Non mais si vous saviez, je vous le dis, hein, moi dès qu'il se passe un truc bien, dans ma vie, j'ai l'impression direct il y a une couille. Ou quand il y a une couille qui s'arrête, t'as une autre couille qui revient. Genre là par exemple, je sais pas, il y a la canicule, et juste derrière, ça nous dit, vous inquiétez pas, hop, plus de canicule. Ça me dit quoi? Mon opérateur fournisseur d'accès internet qui fait bon, il y aura des travaux, vous perdrez sûrement internet, alors que normalement je dois full bosser comme un gros taré pendant que là il fait pas trop chaud pour vous faire un max de vidéos. Et ça, des cacahuètes. Ce soir il y a le match de l'équipe de France et là je perds la wifi aussi pareil, donc peut-être possiblement pas le match sur la télé. C'est plein de trucs, c'est des petits trucs tu vas te dire, hein, mais c'est tout le temps des petites cacahuètes qui arrivent. Bon. Au moins, pour Rebecca, il s'est passé ce qui s'est passé, mais au moins elle a survécu. Bon allez, on passe au prochain thread. Il y a environ 1 semaine, Elisa est dans un magasin. Elle commande un Uber pour rentrer chez sa mère. Le trajet dure normalement entre 30 et 45 minutes. Elle connaît bien la route, elle l'a déjà faite plusieurs fois. Toujours par des axes principaux assez fréquentés, même s'il y a quelques zones rurales. Elisa a 27 ans, le chauffeur lui doit avoir entre 50 et 60 ans. Il est sympa, un peu trop bavard même. Il lui pose des questions sur son travail, sur sa destination, ses plans pour les fêtes. Elle répond poliment au début. Et après une dizaine de minutes, elle met ses écouteurs. La conversation s'arrête, mais rapidement un détail la dérange. Le chauffeur ne prend pas la route habituelle. Au bout de 10 minutes de plus, elle remarque qu'il roule sur une route très isolée, longue, presque vide. Elle regarde l'application Uber et ils sont clairement hors trajet. Pendant plusieurs minutes, ils continuent sur cette route étroite. Il y a quelques maisons, des chevaux, mais aucun signe de vie humain. Aucun passant, aucun bruit. Elisa se redresse sur son siège. Elle enlève ses écouteurs. Le chauffeur, lui, ne dit rien. Sur la carte, elle voit qu'ils approchent d'une impasse. Son cœur commence à accélérer. Elle espère qu'il va simplement faire demi-tour. Mais arrivé au bout, il tourne à droite, dans ce qui ressemble clairement à une allée en terre. Pourquoi on va ici? Et il répond vaguement que le GPS l'a envoyé par là. Elisa ne se sent pas du tout en sécurité. J'aime pas ça. On peut revenir sur la route principale? Oui, elle est juste là. Mais il continue, et c'est plus une route, c'est un chemin. Un chemin en terre, derrière des maisons, en plein milieu des bois. Un sentier étroit, presque un chemin pour quad, avec des arbres de chaque côté. Et lui, il avance tranquillement avec sa berline, comme s'il connaissait parfaitement l'endroit. Elisa sent la panique monter. Elle serre son téléphone dans sa main. Elle est prête à appeler quelqu'un, à sauter du véhicule s'il le faut. Le chauffeur ne parle toujours pas. Il ne se retourne pas. Il conduit calmement, comme s'il avait déjà fait ce trajet des dizaines de fois. Et c'est ça qui la terrifie le plus. Parce que ce chemin n'apparaît même pas sur la carte. Après plusieurs longues minutes à rouler dans les bois, il tourne finalement. Puis encore une fois. Et soudain, il retrouve une route goudronnée. Des voitures, du monde. Elisa respire un peu mieux, puis, comme si de rien n'était, le chauffeur se met à rire.
Ah bah dis donc, je suis surpris que le GPS m'ait fait passer par là. Il devrait changer ça, c'était bizarre, on aurait dit une route privée. Elisa n'en croit pas un mot. Pour elle, c'est évident, il connaissait cet endroit. Sinon, il n'aurait jamais pris ce chemin qui ressemble clairement à une entrée privée. Le reste du trajet dure encore une quinzaine de minutes, 15 longues minutes, et Elisa garde la main sur la poignée de la porte tout le long. Le chauffeur essaye de reparler et elle l'ignore. Dans sa tête, une seule question tourne en boucle. Quelles étaient ses intentions? Un peu bizarre, sachant que généralement, les gens comme ça, ils ont des voitures un peu, normalement, un peu de luxe, entre guillemets. Pourquoi tu passerais par des chemins de terre pour la foutre dans la gadoue, les trucs comme ça? Donc très bizarre, hein, clairement. Allez, prochain thread. Pour situer le contexte, Sofia est une femme de 25 ans qui vit seule. Les faits se sont déroulés il y a quelques temps, mais elle y repense encore tant la situation lui paraît étrange et franchement inquiétante. Un soir, elle commande sur Uber Eats un repas accompagné d'une boisson. Elle vit dans une résidence sécurisée avec un portail. Comme d'habitude, lorsqu'un livreur arrive, elle ouvre le portail pour les laisser entrer, puis le referme après son départ. Tout semble normal au départ, elle laisse entrer le livreur, il dépose la commande devant sa porte, puis elle rouvre le portail pour qu'il puisse sortir. Mais en récupérant sa commande, elle remarque qu'il manque la boisson. Agacée mais consciente que cela arrive parfois, elle suppose que le restaurant a simplement oublié de la donner au livreur. Elle s'installe donc pour manger. Une fois son repas terminé, elle ouvre l'application pour signaler la boisson manquante et obtenir un remboursement. C'est à ce moment-là qu'elle remarque plusieurs appels manqués et messages vocaux du livreur. Le premier message est déjà un peu étrange, on l'entend dire « Allô? Allô, t'es là? Mademoiselle, je... » Puis sa voix s'interrompt, comme s'il était stressé. Le deuxième message contient environ 9 secondes de silence avant qu'il ne murmure pour lui-même « Je sais plus quoi faire ». À ce stade, elle trouve cela bizarre, mais se dit qu'il a peut-être réalisé qu'il avait oublié la boisson et qu'il panique. Puis elle écoute le troisième message. Le ton est complètement différent. Après quelques secondes, il dit d'un ton agacé « Bon, je suppose que tu veux tout simplement ta boisson ». Environ 1h30 plus tard, elle est au téléphone avec un ami à qui elle raconte l'histoire. Lorsque soudain, quelqu'un frappe violemment à sa porte. Des coups extrêmement forts. Bang bang bang! Aussi puissant que possible. Elle se fige immédiatement, vivant seule et en tant que femme, la situation la met instantanément en alerte. Elle s'approche lentement de la porte et avant même qu'elle ait le temps de réagir, les coups reprennent, tout aussi violents. Elle dit alors « Oui, c'est pourquoi ?» à travers la porte sans l'ouvrir. Puis d'une voix beaucoup plus douce, presque timide, ce qui rend la situation encore plus dérangeante après une telle agressivité, l'homme reprend « Oh, je suis votre livreur, j'ai votre boisson. » À ce moment-là, elle est réellement effrayée. Elle lui explique à travers la porte qu'elle a déjà signalé la boisson manquante sur l'application et qu'elle ne pense pas pouvoir modifier ça. Elle lui demande simplement de laisser la boisson devant la porte. Elle refuse d'ouvrir, elle a peur, elle ne se sent pas en sécurité. Elle attend ensuite, ouvre le portail pour qu'il puisse sortir et vérifie attentivement qu'il quitte bien la résidence en le regardant partir. C'est pas précisé, mais j'imagine que c'est via l'interphone. Mais plusieurs éléments la perturbent profondément. Elle ne comprend pas comment il a réussi à revenir dans une résidence sécurisée plus d'une heure après la livraison. Elle ne comprend pas non plus pourquoi il était aussi obsédé par cette boisson, au point de revenir si longtemps après. Elle décide finalement de ne pas boire le smoothie. Toute la situation l'a rendue trop mal à l'aise. Sa manière d'agir, son insistance et l'ambiance générale qu'il dégageait lui donnent l'impression qu'il aurait pu altérer la boisson. Par précaution, elle la jette et elle fait bien. Encore aujourd'hui, elle a du mal à expliquer ce qui l'a dérangé autant. Le fait qu'il parle seul, ses changements brusques de ton et la façon dont il semblait presque en colère pour quelque chose d'aussi banal qu'une boisson oubliée. Tout ça lui paraît profondément anormal. Elle n'a jamais signalé le livreur. Elle avait peur qu'il la prenne et revienne. Il connaissait son adresse et avait déjà réussi à entrer dans une résidence sécurisée. Même en racontant cette histoire aujourd'hui, elle ressent encore de l'inquiétude. Une partie d'elle se demande s'il pouvait tomber sur son récit et revenir. Il faudrait que le gars il se balade sur Reddit pour voir et tout, et puis il pète un câble, ça se peut toujours. Hein. Après, comment il est rentré dans la résidence? Je vous le dis, c'est simple, hein. Il a sonné chez tout le monde. Je suis le livreur, ouvrez-moi, je suis le livreur. Ou le fameux, j'ai oublié mes clés. Bah, ça, alors je suis désolé, mais c'est un truc où on m'a toujours cassé les cacahuètes parce que j'ai un nom de famille qui fait que soit tu commences de A à Z, tu vois ce que je veux dire, entre guillemets, j'étais dans les premiers ou les derniers. Et toujours, oui, j'ai oublié mes clés. Ah bah c'est bien. Et je suis pas le gardien en fait, enfin, va te faire en... Ici t'as oublié tes clés, tu peux pas rentrer dans le bâtiment. Donc t'as oublié tes clés, tu ne peux pas rentrer chez toi du coup. À moins que ça veut dire que tu laisses ta porte ouverte tout le temps. Ou tu veux pas réveiller ta mère, ton père, ton machin, je sais pas, mais je m'en fous. Vraiment, je vous le dis. Hein.
Parce que ça m'est arrivé beaucoup. Donc vraiment, 2 fois même à 4h du mat, une fois. J'ai oublié mes clés. Mais c'est bien, j'en ai rien à foutre. Laisse-moi dormir. Enfin bref, tout ça pour dire que oui, généralement, c'est assez facile de rentrer dans un bâtiment. Allez, prochain thread. Clara travaille dans un restaurant chinois, à la fois sur place et à emporter. Le soir, elle s'occupe souvent des commandes de dernière minute. Depuis quelque temps, elle remarque un client régulier. Il vient presque tous les mercredis soirs, juste avant la fermeture de la cuisine. Il ne parle jamais, il se contente de regarder, fixement. Au début, ça la dérange pas vraiment, jusqu'au jour où tout change. Ce soir-là, il n'y a presque personne dans le restaurant. Juste Clara et un employé chargé du ménage qui se trouve à l'extérieur. Le client entre, regarde autour de lui, puis s'approche d'elle, très près, peut-être même trop près. Quand Clara lui tend sa commande, il se penche et murmure « On pourrait aller prendre un café un de ces jours ?» Clara est surprise, il ne lui a jamais parlé auparavant. Elle répond calmement « Désolé, j'ai un copain. » Et il réplique « Je m'en fiche, on peut juste être amis. » Puis il ajoute à voix basse « Il n'a pas besoin de savoir. » Clara garde le sourire, mais reste ferme. « Désolé, mais non, ça m'intéresse pas. » L'homme reste là, à la fixer, sans bouger. Puis il finit par partir. 15 minutes plus tard, l'employé de ménage lui fait remarquer quelque chose. Un homme est dans une voiture garée devant le restaurant. Il ne mange pas, il ne part pas, il regarde simplement à l'intérieur. Clara comprend immédiatement. C'est lui. Elle verrouille la porte et met le panneau fermé. 30 minutes passent et la voiture est toujours là. Heureusement, le collègue reste avec elle jusqu'à l'arrivée de son Uber. Puis il l'accompagne jusqu'à la voiture et il quitte les lieux. Quelques jours plus tard, son manager l'appelle. Un avis en ligne a été laissé ce soir-là. Un long message très critique. Et surtout, Clara y est mentionnée par son prénom. Mal orthographié, mais reconnaissable grâce au badge. Le commentaire l'accuse d'être désagréable, arrogante, de maltraiter les clients à emporter et d'avoir été impolie après une simple question. Puis un deuxième avis apparaît. Même note, même critique, même faute dans son prénom. Clara est choquée. Elle n'a eu aucun conflit ce soir-là, ni avec lui, ni avec d'autres clients. Au contraire, elle reçoit généralement des avis positifs. Ses collègues trouvent ça suspect. Et en regardant le profil du premier commentaire, ils remarquent qu'il laisse régulièrement des avis négatifs un peu partout dans le pays. À ce moment-là, Clara ne fait pas le lien. Elle pense que ce sont deux événements séparés. Après tout, c'est pas la première fois qu'un client lui fait des avances au travail. Mais avec le temps, un détail l'interpelle. Depuis cet incident, l'homme n'est jamais revenu. Alors qu'il venait toutes les semaines depuis 3 mois. Elle demande autour d'elle et personne ne l'a revu. Voilà. Petit thread très rapide, mais oui, qui après il fait du chantage aux commentaires. Enfin, j'imagine que c'est des notes Google, on va pas se mentir. Restaurant très nul, la femme veut pas. C'est normal, c'est la cuisine que tu dois juger. Bon, aussi le personnel, mais là, c'est au-delà du truc là. Là, c'est si elle fait ses livraisons, elle fait ses trucs carrés, juste elle veut pas sortir avec toi, t'as recalé, bon bah ciao mec. Mais non, allez, prochain thread. Chloé raconte une expérience qui l'a profondément perturbée, au point qu'elle n'arrive toujours pas à lui trouver une explication claire. À l'époque des faits, elle est en couple depuis 4 ans avec un garçon en qui elle n'a plus confiance. Leur relation est devenue toxique, remplie de doutes et de suspicions. Alors, elle prend une décision qu'elle sait elle-même discutable. Créer un faux compte sur Snapchat pour tester la fidélité de son copain. Elle s'investit complètement dans ce faux profil. Pendant plusieurs jours, elle le rend crédible dans les moindres détails. Un bitmoji soigné, des photos générées par IA, un score Snap qu'elle fait monter jusqu'à 15 000 et même un abonnement Snapchat Plus pour renforcer l'illusion. Autant vous dire, j'utilise pas Snap, donc elle vient de parler chinois pour moi. Un point important, ce compte n'existe que sur son iPad. Elle ne s'y connecte jamais depuis son téléphone, par peur de compromettre son vrai compte en multipliant les connexions et déconnexions. Pendant plusieurs jours, elle alimente le compte en story privée, en snap, uniquement pour construire une apparence réaliste. À un moment, elle ajoute même son propre compte pour voir ce que le faux profil donne de l'extérieur. Résultat, le compte n'a qu'un seul ami, elle-même. Puis la routine reprend. Chloé va à la fac, son iPad reste chez elle. Et un jour, en plein cours magistral, tout bascule. Elle reçoit un appel sur Snapchat, provenant du faux compte. Son cœur s'arrête, c'est pas possible. Personne n'est censé avoir accès à ce compte. Elle la crée avec son propre mail et elle vérifie immédiatement. Aucune connexion suspecte, aucun message de sécurité, aucune alerte. Et pourtant, l'appel est bien là. Il dure à peine 2 ou 3 secondes, comme si quelqu'un avait appelé par erreur. 2 hypothèses lui viennent immédiatement à l'esprit. Soit le compte a été piraté, soit quelqu'un est chez elle. Elle vit seule et son iPad n'a pas de code, puisqu'elle ne le sort jamais de chez elle.
Cette deuxième possibilité commence à prendre le dessus dans son esprit. Quelqu'un aurait pu entrer, voir l'iPad et l'utiliser. Mais pourquoi appeler son vrai compte? La peur s'installe, à tel point qu'elle hésite à rentrer chez elle. Elle traîne dehors plus longtemps que prévu, incapable de se décider. Finalement, elle rentre et il n'y a personne, rien n'a bougé, tout est exactement à sa place. Son iPad est là, mais complètement éteint, sans batterie. Elle le rallume, ouvre Snapchat et voit bien la trace de l'appel. Sans réfléchir davantage, elle supprime immédiatement le compte. Elle abandonne totalement son test, l'angoisse a pris le dessus. Avec le recul, elle se dit qu'elle aurait peut-être dû vérifier les appareils connectés ou chercher une explication technique, peut-être un piratage, mais quelque chose la dérange. Aucune alerte, aucune trace, rien. Aujourd'hui encore, elle n'a pas d'explication. Et depuis ce jour-là, pour elle, Snapchat n'est plus une simple application. C'est devenu quelque chose d'inquiétant. Alors je me dis peut-être que moi c'est peut-être son mec, il a réussi à aller chez elle, je sais pas, il a peut-être des clés, tu sais, tu fais un double des clés, etc. Et puis hop, il a fouillé, il cherche des trucs, puisqu'apparemment ils se font pas confiance, donc lui aussi il est venu, il a cherché, et au final il voit le compte Snapchat, il se dit bon tiens, et il voit le seul ami, c'est son autre compte, donc tu te dis bon bah c'est un fake, et du coup il a voulu la piéger quoi, donc l'arroseur arrosé. Megan a aujourd'hui 17 ans, mais l'événement qu'elle raconte remonte à ses 9 ans. À cette époque, elle avait énormément de mal à dormir seule. Le simple fait d'être dans sa chambre la nuit lui provoquait une angoisse qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Alors, une habitude s'était installée. Elle allait dormir avec son frère qui avait environ 14 ans. Leur relation était saine et avec lui, elle se sentait en sécurité. Chaque soir, elle le rejoignait dans son lit. Et comme beaucoup de frères et sœurs, ils avaient pris l'habitude de parler longtemps. Parfois très tard dans la nuit. Un soir, comme les autres, ils discutent encore alors que la maison est plongée dans le silence. Ils n'avaient pas de téléphone à l'époque, donc ils savaient pas exactement l'heure. Mais il était tard. Et chose inhabituelle, ils ont faim. Ça n'arrivait jamais. Après avoir hésité, ils décident que Megan va descendre à la cuisine pour aller chercher un petit pot de beurre de cacahuète. Juste de quoi grignoter avant de dormir. Elle s'apprête à se lever, et c'est à ce moment précis que tout bascule. Il y a des coups secs, répétés, frappés contre la porte de la chambre. C'est pas un petit bruit léger, non, c'est de vrais cognements. Megan se fige instantanément. Son frère aussi, sans même échanger un mot, comme s'ils avaient eu la même réaction instinctive. Ils se glissent tous les deux sous les draps, immobiles, silencieux, le cœur battant. Les coups continuent, encore, puis s'arrêtent. Le silence revient, mais cette fois, plus aucun des deux n'ose bouger. Ils décident que c'est suffisant pour cette nuit. Plus question de descendre. Sur le moment, Megan se rassure comme elle peut. Elle pense que ce sont leurs parents qui les ont entendus parler et ont voulu leur faire peur pour qu'ils se taisent et dorment enfin. L'explication lui semble logique. Le lendemain, elle en parle avec son frère à leurs parents. Mais leur réaction est étrange. Ils n'ont pas l'air coupables. Au contraire, ils ne les croient pas. Ils pensent même que les enfants inventent une histoire. Megan se dit alors que peut-être plus tard, ses parents avoueront que c'était une blague, qu'ils n'ont simplement pas voulu le dire sur le moment. Les années passent, mais cette histoire reste, parce que c'est la seule chose vraiment étrange qu'elle ait vécue, et surtout parce qu'elle n'a jamais eu de réponse. Récemment, devenue plus grande, elle décide de reposer la question à sa mère. Cette fois, la réaction est différente. Sa mère semble troublée, presque effrayée. Elle lui affirme que jamais elle n'aurait utilisé une méthode comme celle-là pour les faire dormir. Si elle avait voulu intervenir, elle serait simplement entrée dans la chambre. Et surtout, elle précise quelque chose d'important. Leurs chambres sont trop éloignées pour qu'elle puisse les entendre parler la nuit. Puis elle lui confie autre chose. Avant même la naissance de Megan, plusieurs événements étranges s'étaient déjà produits dans cette maison. Des ombres aperçues, des portes qui claquent, le grenier qui s'ouvre tout seul. À l'époque, sa mère avait fini par faire appel à une personne spécialisée pour purifier la maison. Cette personne aurait parlé d'une présence, une sorte d'onde, pas forcément négative. Megan, aujourd'hui, ne croit pas vraiment à ce genre d'histoire. Elle reste dans le déni. Mais malgré tout, ces coups frappés à la porte cette nuit-là, ils l'ont marqué. Et il reste encore aujourd'hui sans explication. Lucie, elle est allée à un concert en ville la veille au soir. L'incident s'est produit une fois rentrée chez elle, en banlieue. Dès qu'elle était encore dans son Uber, elle a remarqué une personne étrange. Elle vit sur une grande route avec de nombreux commerces en face de son immeuble. Cette personne, vêtue entièrement de noir ou de vêtements très sombres, tournait en rond dans le parking d'un bâtiment qui abrite apparemment une galerie d'art. À peine sortie du véhicule, la personne a interpellé. « Excusez-moi, mademoiselle, excusez-moi ». Heureusement, le chauffeur Uber était encore là. Immédiatement, elle a appelé son petit ami et lui a demandé à voix basse de rester en ligne avec elle. Elle a répondu « Ouais, qu'est-ce qu'il y a ?» L'homme a expliqué qu'il savait pas où il était et lui a demandé si elle avait un téléphone.
Elle lui a répondu de rester dans le parking en face et lui a indiqué un bar et un bowling à proximité où il pourrait obtenir de l'aide. Elle ne distinguait pas clairement son visage, mais elle a remarqué qu'il portait un sac. Il ressemblait à un sac de type Starbucks, mais il lui donnait une mauvaise impression. Il répétait qu'il venait de descendre du train, que son téléphone était déchargé, qu'il voulait simplement rentrer chez lui et qu'il ne savait pas où il se trouvait. Ce qui lui a paru étrange, c'est qu'il se trouvait entouré de panneaux lumineux de restaurants, d'un bar et d'un bowling, et qu'il insistait malgré tout pour qu'elle l'aide. D'autant plus qu'il aurait dû passer devant ce bar en sortant du train, donc il n'était pas logique qu'il n'y soit pas arrêté s'il avait vraiment besoin d'aide. Elle lui a dit qu'elle utilisait déjà son téléphone et a répété que le bar pourrait mieux l'aider. Elle a attendu qu'il commence à marcher dans la direction du bar, puis elle s'est précipitée dans son immeuble, toujours au téléphone avec son petit ami. Son petit ami lui a dit qu'elle ne devrait pas s'inquiéter, mais elle a attendu un moment avant d'allumer les lumières. Son appartement donne sur la rue et elle se souvenait d'avoir lu ou vu une histoire expliquant qu'allumer la lumière immédiatement pouvait indiquer une personne mal intentionnée ou l'on vit. Il l'a rassurée en lui disant qu'elle était en sécurité derrière plusieurs portes et serrures. Plus tard dans la nuit, elle a entendu du bruit dehors. Elle n'a pas compris exactement ce qui se passait, mais ça lui a donné des frissons. Elle s'est demandé si cet homme avait peut-être agressé quelqu'un, mais elle reconnaît qu'elle a tendance à trop réfléchir, influencée par les contenus de true crime qu'elle consomme souvent. Il est aussi possible que ce soit simplement une personne ivre et bruyante en train de monter dans un Uber. Elle a envisagé d'appeler la police ou le bar pour demander si quelque chose s'était produit, mais elle hésitait, craignant de surréagir. Elle n'avait bu que 2 verres, mais elle se demandait si ça avait pu altérer sa perception. Finalement, elle a contacté la police. Ils lui ont confirmé qu'aucun incident n'avait été signalé dans sa rue cette nuit-là. Ça l'a rassurée, mais malgré tout, elle continue de penser que la situation était vraiment inquiétante. À l'époque, Maeva avait 18 ans. Elle avait commencé à discuter pendant quelques jours avec un homme de 28 ans. Il lui a dit qu'il fréquentait le même community college qu'elle et a proposé qu'ils se rencontrent. Avec le recul, elle reconnaît immédiatement que l'écart d'âge était un énorme signal d'alarme, parmi beaucoup d'autres. Mais à ce moment-là, elle était naïve, sans expérience avec les hommes. Aujourd'hui, elle a 26 ans, elle est horrifiée par certaines de ses décisions de l'époque. Ils ont donc fini par se rencontrer en vrai pendant une de ces longues pauses entre les cours. Dès le début, il a adopté une attitude de dévalorisation de lui-même, expliquant qu'il n'était pas attirant et que les gens finissaient toujours par l'ignorer. Elle, jeune et inexpérimentée, a accepté de lui laisser une chance. Leur interaction en personne s'est étalée sur 3 jours. Et très rapidement, plusieurs signaux inquiétants sont apparus. Premier signal, il lui a montré un tatouage sur son avant-bras. Une carte du valet de cœur se poignardant elle-même. Il explique que cela représente sa tendance à se mettre constamment dans des situations où il se fait exploiter. Pour elle, le fait de marquer son corps de manière permanente avec ce genre de vision victimisante et sacrificielle était déjà très préoccupant. On arrive au deuxième signal. Il avait été militaire. Il lui a confié qu'il était déçu de ne pas avoir été envoyé à l'étranger pendant son service, car cela signifiait qu'il n'avait jamais eu l'occasion de tirer sur quelqu'un. Il regrettait littéralement de ne jamais avoir tué. Pas mal ce signal quand même, hein. Et troisième signal, il voulait l'emmener observer les étoiles pour leur premier rendez-vous. Elle ne conduisait pas, donc il savait qu'il serait seul à la transporter. Une jeune fille de 18 ans, 10 ans plus jeune que lui, dans un endroit isolé. Il parlait d'un lieu à environ 30 minutes du campus, encore plus éloigné de chez elle, et semblait très déterminé à ce que ce rendez-vous ait lieu. Ces éléments sont apparus dès les 2 premiers jours, au cours des simples promenades d'environ 45 minutes entre les cours. À la fin de leur deuxième rencontre, alors qu'il se trouvait devant une salle de classe, il lui a demandé « Tu me fais confiance ?» Sans attendre de réponse, il a attrapé la sangle de son sac à dos et a tenté de la tirer vers lui pour l'embrasser. Elle a paniqué, elle a presque crié « non » et s'est précipitée dans sa salle de cours. L'image de son visage s'approchant du sien est restée gravée dans sa mémoire. Le lendemain, les choses ont pris une tournure encore plus dérangeante. Après cette tentative de bisou et tous les signaux inquiétants, elle voulait prendre ses distances, mais ne sachant pas comment le rejeter clairement, elle lui a envoyé un message. « Je dois faire des lectures pour mon cours de littérature. Je vais aller à la bibliothèque au lieu de te voir aujourd'hui. » Elle avait clairement indiqué qu'elle voulait être seule. Elle s'est installée dans le hall de la bibliothèque près de l'entrée. Elle n'essayait pas de se cacher, elle était assise dos à la porte, les écouteurs dans les oreilles, la musique bien forte, concentrée sur un livre. Puis son téléphone a vibré. Il lui a envoyé « Tout va bien ?» Immédiatement, elle a ressenti que quelque chose n'allait pas. Du coin de l'œil, elle a aperçu quelque chose. Le tatouage du valet de cœur. Il était assis, juste derrière elle. Elle s'est figée, paniquée intérieurement. S'il était venu lui parler directement, cela aurait été dérangeant.
Mais cette façon d'être là, sans rien dire, juste derrière elle, c'était profondément étrange. Elle lui a répondu par message qu'elle travaillait simplement. Elle est restée assise, faisant semblant de lire, comme si elle n'avait pas remarqué sa présence. Discrètement, elle a ouvert son sac. Lorsqu'elle l'a vu se lever et se diriger vers l'autre côté de la pièce, elle a immédiatement glissé son livre dans son sac, s'est levée et a quitté la bibliothèque presque en courant. Elle a contourné le bâtiment par l'arrière pour éviter qu'il ne la voie sortir, puis a attendu d'être cachée par d'autres bâtiments avant de lui envoyer un message pour lui dire qu'elle n'était plus intéressée par ce rendez-vous. Par la suite, chaque fois qu'il l'a croisée sur le campus, il lui lançait des regards mauvais, mais il ne l'a plus approchée. Cette expérience lui a appris à être beaucoup plus prudente dans ses interactions. Encore aujourd'hui, elle ressent un malaise en repensant à ce rendez-vous sous les étoiles qu'il voulait tant organiser et à ce qui aurait pu se passer. Comme ça que se termine ce thread. Ma foi, j'ai rien à dire. Eh bien, prochain thread. Tout se passe en août 2025. Inès a 16 ans, elle part en vacances en Normandie avec sa meilleure amie, le copain de celle-ci et un autre ami. Elle est la plus jeune du groupe, les autres ont tous 19 ans, mais elle se sent en confiance avec eux. Et cette confiance est importante pour la suite. Les premiers jours sont parfaits, balades dans les villes aux alentours, parties de Mario Kart, plage, pique-nique, des vacances simples sans histoire, jusqu'au dernier soir. À quelques minutes de la maison, il y a une petite fête foraine, auto-tamponneuse, quelques stands, rien de grand. Le groupe y passe un moment, fait quelques tours, mais l'ambiance se dégrade vite. Des jeunes du camping les ciblent et deviennent agressifs dans les autos tamponneuses. Ils décident donc de partir, ils achètent une gaufre, puis vont s'installer sur les rochers de la plage. Face à la mer, à regarder le ciel, pendant près d'une heure. Ils discutent tranquillement, puis une idée surgit. Et si on allait plus loin sur la plage pour mieux voir les étoiles? L'endroit où ils sont est trop éclairé à cause des lampadaires. Sur le moment, ça semble presque être une bonne idée. Avec du recul, beaucoup moins. 4 jeunes, de nuit, à minuit, sur une plage non éclairée, avec peu de réseau. Bon, ils prennent la voiture. C'est le copain de sa meilleure amie qui conduit. La route qu'ils empruntent est étroite, bordée de dunes, plein de dos d'âne et de poteaux qui empêchent de sortir du chemin. Le parking est isolé, sableux, presque abandonné, avec juste assez de place pour quelques voitures. Dès qu'ils arrivent, Inès sent un malaise, une peur irrationnelle. Elle se tourne vers sa meilleure amie. « S'il te plaît, on devrait rester dans la voiture. » En face d'eux, une camionnette est garée, éteinte, mais un détail dérange. Toutes les vitres sont recouvertes de bâches noires de l'intérieur. Impossible de voir ce qu'il y a dedans. Le groupe reste dans la voiture, porte verrouillée. Il baisse légèrement les fenêtres pour observer, profiter quand même du ciel. Mais le malaise ne disparaît pas. Il s'installe, s'alourdit, puis un bruit, un craquement et une sonnerie de téléphone. Sans hésiter, le conducteur démarre. Il quitte le parking aussi vite que possible, malgré la route difficile. Inès se retourne et son sang se glace. Sur les dunes, une silhouette, debout, immobile, un téléphone à la main, ou du moins une lumière. Elle est la seule à l'avoir vue, mais elle est incapable de parler. La peur la paralyse. Pendant quelques secondes dans la voiture, la tension redescend un peu. Ils rient nerveusement, se disent qu'ils ont sûrement exagéré, puis ils arrivent à la sortie du chemin, là où la route en béton rejoint le village. Et là, ils croisent une voiture blanche qui s'apprête à entrer sur la route des dunes. Leur voiture s'engage et dans le rétroviseur, la voiture blanche s'avance, hésite puis fait demi-tour. Et elle les suit, à toute vitesse. Le conducteur appuie à fond sur l'accélérateur. La poursuite commence. La voiture derrière est plus puissante. Elle les rattrape rapidement. Elle se colle à eux, phare allumé, les éblouissant complètement. Elle ne dépasse pas, elle reste derrière, comme si elle jouait. Elle ralentit parfois, puis accélère brusquement, comme si elle cherchait à les terroriser. Dans la voiture, c'est la panique totale. Ils manquent de perdre le contrôle, frôlent les murs. Inès est au bord des larmes. Puis, au moment où ils atteignent la route principale, la voiture disparaît. Plus rien. Comme si elle n'avait jamais existé. Mais une chose reste claire dans leur esprit. À quelques secondes près, ils auraient croisé cette voiture sur la route étroite des dunes. Et là, ils n'auraient pas pu s'échapper. Aucun d'eux n'a eu le réflexe d'appeler la police, ni de prendre une plaque. Ils ont juste fui et sont rentrés chez eux. Ils ont verrouillé la porte à plusieurs tours. Depuis, Inès y repense souvent. À cette silhouette, à cette voiture et surtout à ce timing. Trop précis pour être un simple hasard. Et voilà, c'est comme ça que se terminent ces histoires. D'ailleurs, je le rappelle, ne passez pas à côté si vous voulez tester HelloFresh avec mon lien et mon code promo Delcor Apéro. Vous pouvez profiter de jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box. N'hésitez pas, le QR code est là. Bon, si vous avez kiffé, un petit pouce bleu et un abonnement, ça me fera très plaisir. Et si jamais vous voulez voir plus de threads d'horreur, moi je vous invite à cliquer sur cette vidéo là.
Allez, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.